Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes né au pays des cigales et c'est un travail de fourmi qui vous a permis de mener depuis 50 ans une carrière au cours de laquelle le public n'a pas eu besoin de rien, mais plutôt envie de vous. Bonjour Jean-Pierre Savelli. Bonjour Jacques, je reconnais l'écriture là. Oui. Et effectivement, on va parler tout à l'heure de cette chanson culte que vous avez interprétée avec Sloan, Jean-Pierre Savelli. Mais si vous êtes dans les clés d'une vie, c'est parce que vous fêtez vos 50 ans de carrière, que vous remontez sur scène avec un spectacle qu'on va évoquer en hommage à Michel Legrand aux alentours de Toulon, dans le Midi, votre terre natale. Et le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre vie à travers des dates clés. Alors, la première que j'ai trouvée, c'est le 3 juillet 1969. Une émission de télé qui s'appelle Musique Album, et c'est votre première télé avec cette chanson. Ce soir, le ciel est une plage, j'y vois. Magnifique. Vous vous en souvenez de cette émission ? Mais bien sûr, le ciel est une plage. Alors Michel Legrand m'avait dit, on est éditeur d'un très bon compositeur grec qui s'appelle Yannis Panos. Il a fait une très belle chanson. Tu vas aller représenter la France à Tokyo avec ça. J'aimerais que tu fasses la version française. Voilà. Et ben voilà. Et le ciel est une plage. Oh là là, on remonte. Et dans cette émission, il y avait Antoine qui chantait Dites-moi ma mère avec Daniel Gilbert, et Antoine qui se produisait à l'Olympia avec une première partie, une chanteuse que vous connaissez forcément et à laquelle vous devez beaucoup. Georgette Plana, parce que finalement, indirectement, vous devez votre carrière à Georgette Plana, Jean-Pierre Savelli. Absolument. Et ce matin, j'ai été devant la salle Pleyel et j'ai dit pourquoi j'ai été à la salle Pleyel, et elle m'a donné rendez-vous Carrefour Pleyel. Mais moi, je connaissais pas. Donc j'ai dit Pleyel, et le taxi m'a emmené devant la salle Pleyel. Il faut savoir que Georgette Plana était une grande vedette des années 40. Elle est revenue après, en 68, avec Rikita, qui a un immense succès. Oui. Elle a même fait une tournée ensuite avec les Martin Circus. Et c'était une amie de la famille. Une amie de mon père qui s'appelait Carlo Cotti, qui à 17 ans a quitté l'île Rousse en Corse pour venir s'installer à Paris avec son frère, et il était meneur de revue à l'Alcazar, dans une revue qui s'appelait Caresse de femme. Oui. Voilà. Et c'est pour ça qu'après quand je lui ai dit, papa, moi à 18 ans je veux monter à Paris, mais il m'a installé, quoi. Voilà. Et donc Georgette Plana, je l'ai rencontré plus tard. Voilà, exactement. Et votre père a aussi créé des chansons bien avant tout le monde, dont celle-ci qui a été ensuite reprise par Dalida. J'attendrai le jour et la nuit. Alors il faut savoir que votre père a été dans les années 30, Jean-Pierre Savelli, une sorte de rival de Tino Rossi. Ah oui, c'était bon. Les gens du Sud, bien sûr, disaient Carlo Cotti, c'est mieux que Tino. Parce que cette voix très haut placée, c'était incroyable, quoi. Et dans les radios d'avant-guerre, il passait régulièrement. Le Poste parisien. Oui. Oh, j'ai vu des gens de la SACEM au début de ma carrière qui m'ont dit, mais ton papa, mais tu sais, s'il n'y avait pas eu Tino, c'était lui la star, parce qu'il avait une voix extraordinaire, quoi. Mais il a fait une grande carrière aussi. Oui, quand même, mais bon, il y a eu la guerre, ça lui a bloqué beaucoup de choses, mais il a fait beaucoup d'albums. Et un des chanteurs a avoir signé sur la maison de disques Odéon. Oui. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Non, c'était les 78 tours. Il y avait Charles et Johnny, il y avait Tino Rossi aussi, qui était une sorte de rival. Oui. Mais c'est vrai que les revues, à l'époque, ça marchait bien tous les soirs. Et sa voix, justement, était très particulière, très adaptée. Elle était corse, finalement. Ah oui, c'était corse. Et il chantait pas beaucoup en Corse, oui. Mais j'ai retrouvé des enregistrements, mais c'était pas trop son truc. Il voulait chanter français. Alors, il se trouve que c'est aussi grâce à votre père, Jean-Pierre Savelli, que vous avez appris la guitare. Il vous a donné les premiers cours. Oui, mais il m'a dit, mon père, déjà, dès l'âge de 12-13 ans, il y avait des guitares à la maison, et il me disait toujours, apprends 2-3 accords, ça peut toujours te servir. Et finalement, en 1968-69, Michel Legrand m'a dit la même chose. Il m'a dit, mais tu joues d'un instrument? J'ai dit, un peu de guitare. Continue. Ouais. Parce que tu n'auras pas toujours besoin des autres, des compositeurs derrière toi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer mes chansons. Vous pensiez à la chanson dès vos jeunes années? Hein? Vous imaginiez pas de faire ce métier quand même, même pas pendant 5 ans? J'étais coiffeur pour dames à Toulon, ouais. Je chantais le week-end dans des orchestres. Mais bon, à force de gagner des concours, j'ai dit à mes parents, c'est où qu'on fait une carrière? Oui. À Paris. Voilà. Alors mon père m'a installé. Alors vous êtes arrivé à Paris, mais c'est par hasard que vous avez découvert le bureau de Michel Legrand. Absolument. Disons que papa appelle Georgette Plana et elle lui dit, écoute, bon, tu sais, j'ai plus trop de connaissances, mais bon, on va le rencontrer, quoi. On va rencontrer ton fils et puis on verra, on discutera. Et mon père retient Pleyel. Donc on a dit au taxi, on va à Pleyel. Oui.
Voilà, on a attendu, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque et tout. Bon, pas de Georgette Plana. Et à un moment donné, j'ai vu production Michel Legrand. Moi qui chantais déjà ce compositeur dans les orchestres dans le Sud, parce qu'il y avait beaucoup de musiciens de jazz dans le Sud. Et j'ai dit, je monte 2e étage. Et je tombe sur qui? Sur Madame Legrand, Marcel Legrand. Sa mère. Sa mère. Qui était, je crois, la sœur de Jacques Elian, créateur de Fleurs de Paris. Absolument. Et donc Raymond Legrand, le papa de Michel Legrand et tout, était là. Et Madame Legrand me dit, bonjour, vous êtes... Moi, Jean-Pierre Savelli, je viens de Toulon, je viens pour faire un disque. Oui. Mon père était gêné, mais moi, pas du tout. Et mais alors on fait pas un disque comme ça, quoi. Et puis, après, elle m'a fait rencontrer son fils. Il y a eu une audition. Pas vraiment, il s'est mis au piano, il m'a chanté des trucs, il m'a joué des choses, puis moi j'ai enchaîné avec des musiques de films et tout, il était bien lui que je connaisse ses chansons, et j'avais 19 ans quoi. Oui, et ça a marché. Et ça a marché. Et résultat, la première chanson qui a été un succès, c'est celle-ci. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé. La chanson du prince du film Peau d'âne de Jacques Demy. Ah ouais. Parce qu'au départ, c'est pas vous qui l'a fait dans le film, je crois Non. que c'est Jacques Revaux. C'est Jacques Revaux, bien sûr, le compositeur de My Way. que j'ai connu après et tout, Oui. mais Jacques, je sais pas, je crois qu'il avait déjà eu son accident Oui. à l'œil, ce qui s'est passé dans un bar près d'Europe 1 où il y a une petite bombe qui a explosé, Oui. il a perdu son œil, tout ça. Et donc en télé, tout ça, c'était pour lui. Et Michel m'a demandé d'enregistrer une version. Oui. Et c'est celle-là, on a fait des télés avec, et ça a été fantastique. Ça a été le départ, quoi. Et la voix aiguë, comme ça a beaucoup plu aux gens, quoi. Ouais, en plus, travailler avec Michel Legrand, c'était compliqué parce qu'il faisait 10 000 choses en même temps. Oui, alors là, c'est le mot. Compliqué. Ouais, et puis il s'occupait de moi, mais il me disait toujours, là je pars aux États-Unis, je te prépare la chanson pour Tokyo, je te prépare la chanson pour Rio. Toujours il m'envoyait dans des pays représenter la France. C'était un peu, j'ai été là, voilà, le drapeau français, Jean-Pierre Savelli. J'allais représenter au Chili aussi, Oui. il m'envoyait. Alors au Japon, ils l'ont applaudi pendant 5 minutes. Moi j'étais derrière, j'attendais quoi. Oui. Les Japonais quand ils l'ont vu, ils ont pris les violons, ont pris leur archer, ils tac 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 tac, ils tapaient. Et moi j'attendais de chanter quoi. Voilà. Mais Et il a toujours été là. Même quand j'ai plus travaillé avec lui, il m'a rappelé dans plein de chansons. c'est le cas des de films. c'est le cas de Vladimir Cosma, Ouais. qui a été son assistant. Et lorsqu'il est parti aux États-Unis, Michel Legrand, il a dit à Cosma, vous allez me remplacer sur le film d'Yves Robert. Il a ouvert la voie à des tas Mais de bien gens. sûr, et d'autres arrangeurs qu'il a fait travailler, des arrangeurs fabuleux. Quoi. Moi, j'ai toujours été bercé par les violons, les cuivres, 40 musiciens. Voilà. Avec lui, c'était ça. Ouais, et en même temps, de composition à n'en plus finir. Oh là là. Quand il se mettait au piano, au bureau, j'ai été privilégié. J'ai écouté des chansons, j'ai vu la découverte de titres fabuleux, quoi, fabuleux. Et il y a un titre aussi qui vous a porté bonheur, pas loin de votre ville natale, c'est cette chanson. Ciel, je ne veux plus la voir, tout habillé de noir, dans l'angoisse et le désespoir. Grand prix de la Rose d'Or l'Antibes. Ça fait du bien de faire ce site d'émission, parce que comme ça, on ne me rattache pas toujours à besoin de rien. Et j'ai fait plein de choses. Oui, ben là, je signe chez Barclay. Et puis voilà, puis j'ai été très déçu, parce que j'entends 3e prix, 2e prix, Michel Jonas, Alain Souchon, et puis moi, rien du tout, alors que j'étais soi-disant le favori. Et tout d'un coup, Grand Prix. Et j'ai vu Eddie Barclay se lever, comme ça. Il était très, très fier, très heureux. Et après, je suis parti en tournée avec Claude François. Alors justement, que la tournée avec Claude François, c'était quand même quelque chose de particulier. Alors moi qui chantais ces chansons en orchestre, me retrouver en première partie, c'était mon idole, quoi. C'était mon idole. Et donc je chantais mes chansons. Ciel, Une route au soleil, un titre de Legrand, j'avais mes musiciens, c'était incroyable, quoi. Et vous observez, vous donnez des conseils, Claude François? Toujours gentil, en tout cas avec moi, toujours gentil. Oui, parce Il que me faisait pas couper le son, les lumières, comme j'ai entendu de certains chanteurs. Non, Oui. moi, j'ai eu aucun problème. Au contraire, je buvais, quoi. Je regardais c'était des chapiteaux à l'époque, hein. On fait pas des grandes salles, et donc, en plein air, les chapiteaux et tout ça. Quel artiste. Ça chante, ça danse. Oui, ça crie, bien sûr, mais c'est un perfectionniste. On accepte des Américains qui soient perfectionnistes. Dès qu'un Français l'est, il est prétentieux, il est ci, il est là. Moi, je supporte pas ça. Non, non. Moi, j'adorais. oui, en plus, quelquefois, il insultait ses musiciens pour une fausse note, mais personne n'en s'en apercevait tellement il y avait le bruit. Bien. Oh, il a un jour un trompette comme ça qui a pas fait une bonne note, il s'est retourné vers lui, il a regardé d'une manière, j'étais en bas comme ça et tout, et celui qui faisait le câble Oui. de son micro, qui suivait, mais il allait à droite, à gauche, c'était jamais pareil avec lui, et il leur mettait la pression. Grosse pression.
Alors, ça a été beaucoup plus sympa avec Serge Lama aussi. Oui, il y a eu une alors tournée. là, Alors, une c'était la grande famille. époque. C'est la grande époque de Serge Lama. Voilà, Serge Lama, 1973, Marouani qui m'appelle en me disant, ben voilà, on t'a vu avec Clo-Clo et tout ça, ce serait bien que tu fasses quelques chansons en première partie. Et il y avait des premières parties, Jacques. Oui. À cette époque, on a connu. C'était bien. Public beaucoup plus calme, qui écoutait. Voilà, donc là, j'ai pu chanter mes chansons et aussi les chansons de Legrand, bien sûr, déjà. Oui, et on n'imagine plus aujourd'hui le succès qu'avait Serge Lama à cette époque-là. Ah, mais c'était énorme. Un public qui chantait ses chansons du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire couplet, refrain. C'était des vrais fans, quoi, des vrais fans. Et des vrais fans qui remplissaient des palais des congrès entiers. C'est un record qui n'a jamais été pulvérisé. Ah non, mais ça, Lama, c'est vrai que moi j'étais aussi en tournée d'été avec lui, adulé par les gens. Et c'était la fête surtout. Ah, C'est-à-dire qu'après la soirée, après le gala, on faisait la fête, on riait beaucoup. on riait beaucoup, on parlait beaucoup, on se réunissait, alors que, bon, les chanteurs, non, ça part de son côté, chacun de son côté. Voilà. Et puis, finalement, vous avez appris votre métier avec les plus grands, Jean-Pierre Savelli. Ouais, je savais pas, mais je les regardais beaucoup. Et puis, j'étais sur scène très, très jeune, hein. Oui. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà dans des orchestres, donc j'avais entre 400 personnes ou 2000. Quand je faisais les fêtes de Bayonne et tout ça, il y avait 3000 personnes. Un grand orchestre, des cuivres et tout, j'étais habitué à ça. Mais là, c'était professionnel, quoi. Voilà. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 5 avril 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Savelli. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Savelli. Nous parlerons tout à l'heure de votre retour sur scène à Toulon avec un événement hommage à Michel Legrand. Michel Legrand qui a parrainé vos débuts, on l'a écouté tout à l'heure. Alors il y a une date importante dans votre vie, c'est le 5 avril 1973. C'est la sortie d'un album de troupe. On ne sait pas encore que cette aventure sera historique, même si elle l'est sur le fond. Je m'appelle Charles Gauthier. Je suis fils de simple boutiquier établi. La Révolution française de Alain Boublil et Claude Schoenberg. Même émotion que pour le Peau d'âne. Oui. J'entends, je m'appelle Charles Gauthier. C'est belle étape, Claude Michel Schoenberg qui me repère en tournée, Oui. et avec Lama, et qui me fait venir au studio. Il y avait Jean-Claude Petit, célèbre arrangeur. Oui. Voilà, nous sommes en train de préparer un opéra rock, La Révolution française. Oui, on a pensé à toi pour le premier rôle. Ah, le mot chance va revenir, Jacques, souvent dans nos conversations, mais c'est incroyable, quoi. Parce qu'il y en a des chanteurs, hein. Oui, il faut savoir qu'à l'époque, Claude Michel Schoenberg était à la fois directeur artistique, compositeur, chanteur. Le premier pas avait été un Bien immense sûr. succès. Et surtout, il a préparé cet opéra rock. Personne n'y croyait. Non. Je l'ai appris après, moi. Oui. Moi, j'écoutais les chansons. Oui. Au piano, il est là, il te vend « Je m'appelle Charles Gauthier », il me vend les droits de l'homme. Les hommes libres. Je l'entends chanter, je dis « Oh là là, c'est fabuleux ». Il me dit « Ben oui, mais c'est des chansons auxquelles on pense pour toi ». Oui. Et il y aura 2 duos aussi. Ah, 2 duos. Alors, avec qui? Noël Cordier. Bon, Noël Cordier, moi, je sais pas qui c'est. Je la connais pas. Oui. Mais j'écoute sa voix et j'ai dit « Ah oui, ça va être super ». Elle avait fait l'Eurovision, Nicole. Oui, mais bon, je la connaissais pas. Oui. On s'était jamais rencontrés. Et là, on nous dit, ben voilà, ça sera une histoire d'amour au milieu de la Révolution française. Et après, voilà, l'album. Et j'apprends aussi tous les gens qui sont dans cet album-là. Chamfort, Schultes, les Martin Circus, Bachung. Et même Antoine et les Charlots. Antoine, oui, alors, il prenait Schoenberg, faisait venir. Bon, enfin, c'était. Et alors, le spectacle se crée au Palais des Sports parce que le disque a du succès. Et encore une fois, on dit, mais c'est casse-gueule, la comédie musicale ne marchera jamais. Et résultat, ils ont fait le Palais des Sports et Mogador pendant 1 an. Bien sûr, avec l'orchestre et tout, hein. Et ça a lancé vraiment la comédie musicale en France. Ben oui, tout le monde vous parle de Notre-Dame de Paris, de Starmania et tout. Non, 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 non. Révolution française, opéra rock. Et Schoenberg ensuite fait Les Misérables avec Robert Hossein. Et un jour, David McIntosh l'appelle en disant on crée Les Misérables à Londres. Ouais. Vous allez avoir 2 ans de travail, est-ce que vous venez? Il est venu. Ça fait 40 ans que Les Misérables sont à l'affiche. C'est incroyable. Londres, les États-Unis, c'est ça le succès. Et C'est pourtant, honnêtement, les chansons, pour moi, sont beaucoup plus fortes dans la Révolution française que dans Les Misérables. Moi, je suis incapable de chanter, alors que c'est mon métier. Oui. Un titre des Misérables. Il y a une petite, oui, il y a la petite qui joue bien, Jean Valjean aussi, mais franchement, la Révolution française, on avait des titres extraordinaires. Ah mais c'est un classique d'ailleurs qui a été repris 2-3 fois mais qui mériterait d'être repris aujourd'hui.
Tout le monde m'en parle, ouais, sur le net, c'est vrai, je vois des petits messages. Et en plus, ça a permis à une génération de découvrir la Révolution française, parce que beaucoup de gens ignoraient tout sur cette histoire. Mais tu sais que les droits de l'homme, ça a été envoyé dans plein d'écoles, Oui. et les gamins apprenaient les droits de l'homme avec ma chanson, quoi. C'était on avait fait, je me rappelle à l'époque, journal de TF1 avec Léon Zitrone et tout. C'était... ça a été un moment fabuleux. Un autre moment. Voilà. Un autre grand. Et vous étiez Charles Gauthier, c'était un fils de boutiquier, devenu député de Paris pour le tiers-état, qui était amoureux d'une jeune aristocrate. Oui, Isabelle de Montmorency. Isabelle de Montmorency. Mais pourquoi je me rappelle de tout ça? C'est vieux, pourtant. Je chante toujours les droits de l'homme, hein, ça me plaît. Voilà. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Mais en même temps, l'histoire de France, c'est quelque chose que vous avez appris à l'école. Eh oui. Mais vous n'avez pas été beaucoup à l'école, vous avez été juste au Non, je minimum. me suis arrêté en troisième. D'ailleurs, ma fille qui voulait... J'ai pas insisté pour qu'elle passe le bac. Elle l'a passé, elle a eu, mais elle m'a dit, papa, toi tu as arrêté quand? J'ai arrêté en troisième pour être coiffeur pour dames. C'était Oui. mon métier. Voilà. Et vous ne regrettez pas du tout d'avoir fait de la chanson. Non, j'ai mélangé tout ça. C'est 2 métiers artistiques. Alors, la chance, vous en parlez. Et il y a un jour un appel téléphonique aussi qui bouleverse votre vie. Je crois que c'est l'impresario de Mike Brandt qui vous appelle, Jean-Pierre Savelli. Oui. Alors, il est arrivé en France avec Noam, le petit Noam. On parle bien de Raïm Saban. Et Raïm, nous partageons un bureau. Les éditions Tutti, Intersong, Monsieur Tilke, à son âme, c'était un bon guitariste et un bon directeur d'édition. Jean-Jacques Tilquet, je crois. Jean-Jacques Tilke, ouais, qui a été mon éditeur. Ouais. Il m'a signé un contrat de 5 ans en édition, juste une petite aparté. Il y avait un bureau, tu sais, avec un Revox. Et dans ce Revox, il y avait marqué studio d'enregistrement. Regardez avec Jean-Pierre, c'était moi le patron. Oui. Donc il y avait Patrick Bruel, Oui. Renaud, Yves Martin, Presgurvic, qui a écrit beaucoup de comédies musicales. Et il m'appelait en me disant comment marche le Revox. Oui. C'était moi, c'était mon truc. Ouais. Voilà, j'ai fait toutes mes maquettes là. Et Raïm m'appelle en me disant j'ai quelque chose pour toi, c'est un dessin animé. C'est Goldorak. Oui. Alors il me montre les images, je lui dis mais dis donc, c'est dur par rapport à tout ce qu'on se tape avec Disney, les violons et tout là. Oui, mais ça va marcher très fort. Mais je peux pas faire, j'ai un contrat avec le Palais des Congrès, je peux pas prendre mon nom. Et en dessous de chez moi, il y avait une petite bijouterie qui s'appelle les Goldies. Oui. Et je dis à Raïm, ça te gêne si je prends un pseudo? Il me dit non, pas du tout, c'est pour toi. Hein. Donc je m'appelle les Goldies. Donc maintenant les fans savent que les Goldies c'est moi, Actarus, Goldorak et tout. Mais au départ ils ne savaient pas. Et il y a un coffret qui est sorti chez Marianne Mélodie avec toutes vos chansons. Oui. Et il y a notamment cette chanson de Goldorak. Marcher au bord de la mer, accompagné de son chien, quand soudain une grande lumière est apparue au lointain. Alors il faut savoir qu'au départ, il y a 74 épisodes de 24 minutes, que c'est un triomphe au Japon, parce que les Japonais adorent à cette époque-là les robots. Oui. Ça vient en France, mais la censure s'y oppose. Oui. Personne ne croit en Goldorak, et c'est Jacqueline Joubert qui va prendre le risque pendant l'été 78, dans l'émission de Dorothée, Sur Récré à Antenne 2, 2, ouais, de Récré à passer 2. Goldorak. Elle passe Goldorak et là c'est une folie furieuse, grande folie. C'est marrant parce que tu as passé ce titre-là, Goldorak et l'enfance. Ouais. C'est presque un original, il était dans un feuilleton, mais c'est vraiment pas le plus connu. Là je viens de faire le Mangazur à Toulon, 1000 personnes debout chantant Goldorak et tout à fond. 47 ans cette année Goldorak. Oui, et il y a même eu en 2016, en mars 2016, un colloque universitaire à la Sorbonne sur les 40 ans de Goldorak. Ah non mais c'est énorme ce qui se passe. Je fais mes concerts en Belgique et en Suisse. Je me prends pour Johnny, quoi. Quand je rentre sur scène, les gens crient Goldorak et tout. C'est fou, hein, cette époque-là. Vous êtes devenu à l'époque l'idole des enfants, Jean-Pierre Savelli. Alors, les enfants, ils ont le 45 tours, mais le chanteur, il s'en fout un petit peu, quoi. Oui. C'est ce qu'ils me disent maintenant. Ils ont 40, 45 ans. Ils disent, oh, le chanteur, ils ont découvert plus tard. Hein. Oui. Noam, même Noam me disait, Nono me disait, moi, j'étais pas trop connu, quoi. C'était le truc, c'était la chanson. Voilà. Et il y en a eu d'autres comme celle-ci. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre, cette bille éphémère qui prend quand Ma l'étoile préférée. Il était une fois l'espace, votre préféré? Ben oui, bien sûr, Michel Legrand qui me rappelle en 80 pour me dire je fais une musique d'un feuilleton qui s'appelle Était une fois l'homme, l'espace, la révolution, tout ça. Ok, est-ce que tu veux chanter le générique? Mais bien sûr, je vais chanter le générique. Et là, à côté de Goldorak, Albator, Ixor, pour moi c'est du haut niveau là. Franchement, quelle belle mélodie. Mais vous êtes devenu à cette époque-là le spécialiste des chansons, des feuilletons, des dessins animés. Mais on m'appelle.
Les gens, Albator, pourquoi pas, il a fait Goldorak, ils peuvent faire Albator. Et ensuite, le Decaune qui prend un pseudonyme, Paul Persavon, parce qu'il est sur Canal+, pour m'écrire XOR. Les hommes adorent cette chanson-là. Voilà, oui, je deviens un peu un spécialiste. Et d'ailleurs, ça marche très fort depuis quelques années, de nouveau, comme les années 80. Voilà. Mais à l'époque, les dessins animés, c'était novateur. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ça arrivait à peine. Puis il n'y avait pas beaucoup de chaînes, surtout. Voilà. Mais finalement, vous connaissiez les dessins animés avant de chanter Goldorak ou Albator? Non, franchement, j'écoutais beaucoup les belles chansons de Disney parce qu'il y avait des belles orchestrations. Et c'est ce que j'aimais. Mais quand Goldorak est arrivé, moi, le premier, j'y ai pas cru du tout. Du tout. Mais à l'époque, ce qui marchait pour les enfants, c'était Polly par Isabelle Aubray ou Charles Trenet, le petit ménestrel, mais il fallait évoluer. Et oui, c'était des petits trucs, alors que là, les sons sont arrivés, ça faisait un peu musique funk, les basses et tout, les gros synthétiseurs. C'est vrai que Raïm Saban, il a révolutionné un petit peu les dessins animés, là. Et vous avez aussi créé une comédie musicale pour les enfants qui s'appelait Le Chevalier Cristal, je crois. Oui, parce que j'avais envie aussi de faire ma patte en tant que compositeur. Donc avec ma femme, on a créé ça, on a pris une costumière et un costumier qui est devenu très fort, puisque c'est lui qui a fait Mozart après, le costume de Mozart. Et cette comédie musicale, elle tourne dans le Sud avec une troupe. C'est plus moi, mais j'ai laissé ça à une troupe, une belle association. Chevalier Cristal, le Chevalier, la Princesse, l'histoire d'amour, voilà. Alors, si on fait le bilan de cette époque dessin animé, je crois que c'est 5 millions de disques. Alors, même plus, parce qu'il y a eu la Belgique et la Suisse au total. Ça, plus de 5 millions, mais c'est... Ouais. C'est ce que j'ai dit. J'ai plus vendu avec les dessins animés qu'avec Besoin de rien, envie de toi. C'est fou. Les gens, ils disent, ça c'est un gros tube. Oui, mais les dessins animés, c'était incroyable. Et là, maintenant, ça se revend. Grâce à Jérémy Serron, le fils, qui vient de racheter les droits de Goldorak. Eh ben, voilà. Je peux t'annoncer aujourd'hui une belle date qui va se faire au Grand Rex. Nous faisons le 11 novembre, Goldorak avec un orchestre symphonique. Eh bien, ça va être un grand moment. Ah oui. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 5 novembre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Savelli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Savelli, 50 ans de carrière et beaucoup de succès. Michel Legrand, les dessins animés, ce sont deux parcours très différents. Et il y en a un troisième qui a commencé vraiment, enfin qui a explosé le 5 novembre 1984. Oh, quelle date! Oui, parce que c'est la première semaine du Top 50 qui vient d'être créée par Philippe Gildas. Oui. Parce que les ventes de disques, en fait, on téléphonait pour le hit parade, mais c'était souvent des étudiants payés. Il y avait deux radios qui se battaient un peu, Europe, RTL. Oui, puis les étudiants étaient payés pour téléphoner. Nous, on ne savait pas, mais bon. Voilà, c'était comme ça. Ouais. Et là, c'est différent. Et vous êtes en même temps numéro 1 au hit parade et au Top 50 avec une chanson devenue culte. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Alors là, vraiment, ce qui est étonnant de cette histoire, c'est que au départ, cette chanson, c'était une phase B d'un disque. Absolument. J'écris une chanson qui s'appelle Slow pour Anne. Chantal d'époque, Chantal les choristes, elle le présente au producteur de Barzotti qui lui dit: c'est qui chante avec toi? C'est Jean-Pierre Savelli. Ok, il faut qu'on le rencontre parce que le titre est bien. Voilà. Ouais. Et Slow pour Anne devient Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Et il faut une phase B. La phase B, on fait Besoin de rien, envie de toi. Très bien. Et Europe 1, qui était un peu avec les frères Célie, les fameux producteurs, qui étaient les producteurs de Claude Barzotti. Et de la danse des canards aussi. Et de la danse des canards, 4 millions de 45 tours. Ouais. C'est des Lillois, gens du Nord, et qui disent, dis donc, on sort du bureau de Europe 1, là, Amsalem, je me rappelle plus comment il s'appelait. Albert Amsalem. Qui dit, non, on peut pas démarrer un duo qu'on connaît pas, on sait pas qui c'est, il y a pas de photo, enfin on était de dos. La phase B, elle est mieux. La phase A, c'est un slow, non, on peut... Et voilà. Alors, tout le monde a suivi. Voilà. Peter et Sloan, c'est né comment? Pourquoi Jean-Pierre Savelli? Jean-Pierre. Oui. Peter. Il n'y a que les Corses qui n'ont pas compris en me disant mais c'est pourquoi pas Jean-Pierre, ok? Et Chantal. Bon, Jean-Pierre et Chantal. Pour nous, c'était pas top. Et donc moi, Slow pour Anne, c'est devenu Slow Anne. Voilà, exactement. Je lui ai proposé Peter et Sloan. Voilà. Et non pas Sloan et Peter. Et pourquoi avoir fait un pseudo plutôt que Jean-Pierre et Chantal? Je sais pas. Comme c'était ce qu'on appelle, tu connais le terme, un coup dans le métier, on se mettait de dos, les 3000 premières pochettes, on est de dos sur les Champs-Élysées, on a joué jusqu'au bout, quoi. Voilà. Pseudo aussi. Et après, les gens ont dit, on sait qui c'est. Voilà. Et la phase B, mais en quelques semaines, ça a débuté. Europe 1 l'a lancé, et ensuite... RMC. Et les FM ne les passaient pas? Non, pas du tout. Et même Canal, tu le sais, l'histoire... de Cohn et tout, Gildas et tout, c'était non, c'est pas possible.
ça peut pas être Peter et Sloan premier et Michael Jackson second. C'est pas possible. Nous, on est une télé branchée, Canal, quoi. Et ben finalement, 9 semaines au début, on est ressorti et puis on est rentré. Voilà. Et c'était vraiment besoin de rien, envie de toi. Comment expliquer ce succès, cet engouement? Un duo. Il y avait plus Stone et Chardin, ils s'étaient arrêtés, il y avait plus de duo. Et nous, on est arrivé le brun, la blonde, le petit bisou. Un jour, FR3 à Toulouse, je prends la main de Chantal, je lui fais un petit bisou, et le producteur est venu, il me dit, ça, il faut garder. Hein. Oui. Bon, après, voilà. Et puis, c'était sympa, quoi. On a passé 2 ans de folie, on est parti en tournée avec Michel Leb. Après, l'album, c'est La vie de château avec toi, que j'ai composé. Et puis après, on pouvait pas revendre 2 millions derrière, hein. On savait, nous. Moi, je savais que ça allait être difficile. Donc les gens, à un moment donné, on était bons, puis après on était moins bons. Et il a fallu les tourner pour nous relancer. Voilà, mais ça a été un tourbillon pendant 2 ans. Ah ouais, on n'est pas revenu. Franchement, quand on disait, vous avez vendu 50 000 CD dans la journée, on s'imaginait 50 000 personnes qui achètent le disque. Enfin, le 45 tours, quel CD? 45 tours. Oui. Donc disque d'or, disque de platine. On s'est baladé en Allemagne, en Hollande, Canada, de partout. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que cette chanson ensuite est ressortie et qu'aujourd'hui encore dans les discothèques, on entend Besoin de rien, envie de toi. Dans le bureau, lorsqu'on a préparé l'émission, tous les jeunes la connaissaient. Mais non, on n'en revient pas. Tu sais, j'ai une tournée l'été depuis 5 ans, depuis que je vis à Toulon, qui s'appelle les années 70-80. C'est un titre, c'est comme moi, c'est un duo, mais tu le chantes en solo. Ouais. Un solo, tu le chantes en duo, voilà. C'est les gens qui chantent avec moi, parce que c'est moi qui rentre, qui fait « Regarde, le jour se lève ». Et là, les gens partent, quoi. Ils connaissent le couplet, le refrain. Ce qui est rare dans un tube. Hein. Un tube, des fois, les gens connaissent le refrain. Là, ils connaissent les deux. Et toutes les générations. Oui, de plus en plus jeunes. Il y a eu la tournée H tendre. Oui, 2010, 2011. Et en 2006, il est parti une tournée qui s'appelait RFM 80. Oui, oui. Et en même... Qui marche moyen. Oui. Et puis là, d'un coup, un producteur qui rachète. Et surtout, Thomas Langman, qui vient à Marseille nous voir pendant la tournée en 2011 et qui dit « Je vais faire un film avec vous, quoi ». Pendant 9 mois, on l'a plus vu, plus entendu. Et le film sort. Carton. Star 80. Star 80, le premier. En télé, sur TF1, plus de 7 millions, je crois, 4 millions de personnes qui viennent au cinéma. On se dit, mais ça a relancé la tournée. Et la tournée s'est appelée Star 80. Voilà. Et il se trouve aussi que, quand on regarde Camping 2, ça m'a beaucoup surpris. Oui. Le personnage principal s'appelle Jean-Pierre Savelli. Bon, ça c'est Fabio Antoniente. Oui. Grand supporter du PSG comme moi pendant 50 ans que je vivais ici. J'ai connu PSG depuis 1972. Un jour, il m'a dit, ça te dérange? Mais j'ai dit, c'est qui va porter mon nom? Anconina. Lui, ça va pas le déranger, il me connaît bien. Voilà. C'est né comme ça. Mais c'est marrant, hein. Et il y a même un épisode d'un gars et une fille où vous vous disputez. Oui. Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Oh, mais ça, c'est donc le célèbre comédien qui a eu cette idée. Il invitait des gens de temps en temps. Donc, on est dans la rue Le Pic, la rue de nos producteurs. Et il me dit, bon, je te donne le top et tu te... J'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'on raconte? Ben, vous vous disputez. Ah bon? Ok. Pas rien, pas de scénario, pas de phrase et tout. Voilà, on a fait 3-4 tournages comme ça. C'était marrant. Mais, et la chanson, à mon avis, elle est partie encore pour des décennies. Écoute, de partout. Je voulais juste signaler un truc parce que tu avais tellement de choses à dire. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est quand en 1981, Michel Legrand m'a rappelé pour le film Les uns les autres. Oui. Parce que là, je travaillais plus avec Michel Legrand. Oui. Et là, il m'appelle en me disant, j'aimerais que tu doubles Manuel Gélin. Tu vas chanter avec Nicole Croisier. Oh, Nicole Croisier, que j'adore, que j'adorais, j'adore toujours. Et voilà, je me retrouve dans ce film où je chante les uns et les autres avec elle. Et puis Un parfum de fin du monde. Et quand je revois le film, pour moi, c'est le plus beau film. Même avant Un homme dans une femme et tout. Plus beau film de Lelouch. Et Nicole Croisier était dans votre première télévision qu'on a citée. Elle figurait aussi dans cette émission Musique Album, vous voyez? Oh, en 69. En 68. Oui. Ah, bah. Alors, il y a les adultes et toutes les générations avec Besoin de rien, envie de toi. Et puis, il y a eu une aventure très belle pour les enfants. Les enfants ont tous des droits, ici ou bien là-bas. Tous les soleils de liberté, d'amour, d'espoir et d'amitié. Alors là aussi, c'est une aventure incroyable. Vous avez été le pionnier des chansons pour soutenir les enfants, Jean-Pierre Savelli. Oui, c'est l'époque Madame d'Orléac, secrétaire d'État, qui m'appelle en me disant « J'aimerais avoir un hymne, une chanson ». Je ne sais pas honnêtement à l'époque si ça se faisait beaucoup. Je lui propose cette chanson, Les enfants ont tous des droits. D'ailleurs, la première émission, c'est Patrick, pas Sébastien, l'autre, Sabatier, qui me présente, il dit « Les enfants ont tous les droits ». J'étais obligé de le reprendre, je dis « Non, ils n'ont pas tous les droits, c'est tous des droits ». C'est ça le vrai titre.
J'ai chanté, puis on s'est baladé dans l'Europe entière. On allait voir les enfants, on leur faisait chanter. Il y a eu 5 versions, même une version roumaine. C'était incroyable. Pendant 2 ans, j'ai vécu des moments fantastiques grâce à Madame d'Orléac. Mais alors, cette chanson, c'était destinée aux enfants. Elle était même distribuée dans les écoles, Jean-Pierre Savelli. Absolument. Dans beaucoup d'écoles, j'ai été bien sûr en Roumanie, j'étais en Allemagne, en Hollande, en Italie et tout ça. Ils n'avaient pas ce style de truc. Il y avait tellement d'enfants qui avaient battu. Madame d'Orléac voulait montrer le truc, et quand elle a donné ça un petit peu à quelques pays européens, ils m'ont invité. Et je suis venu gracieusement chanter. Alors, il y a une autre action humanitaire que vous appliquez de temps en temps, mais c'est vrai lié à une passion du sport, c'est le Samba Football Club. Ah, ce club que j'ai créé en 1989, à différence des autres clubs, c'est qu'il y avait des chanteurs, des comédiens et des footballeurs professionnels. David Ginola, Pascal Olmeta, Pires, Daniel Bravo, ils jouaient en club et le dimanche ils étaient avec nous. On pourrait plus se permettre ça maintenant. Ça a duré 10 ans, oui. Et on faisait des levées de rideau. Il n'y a plus de levées de rideau. On s'amusait beaucoup et à la fin des matchs, on chantait. C'est fou ça. Et c'était en plus quelquefois au profit de certaines œuvres. Ah ben, nous, on n'organisait pas les matchs, Jacques. C'est les gens qui nous appelaient en disant vous allez jouer en ouverture à Toulouse, à Montpellier, à Saint-Etienne. On a fait plein de stades. Les clubs maintenant qui se monteraient, ils peuvent même plus jouer. Il n'y a plus de matchs de levée de rideau. Ouais. On a passé des moments fantastiques. Parce que le sport, c'est une passion pour vous. Oui, toujours. Bon, je suis né à côté du stade Mayol à Toulon, donc c'est le rugby, mais j'aime le foot. Voilà. Alors, il y a aussi une équipe, les Foot Girls, que vous avez créée. Ouais, mais ça c'est pour la Coupe du Monde. En 98, tout le monde crée son hymne. Moi, je vais voir Jean-Luc Azoulay chez AB. Je lui dis, tu distribuerais un titre comme ça? Voilà, et le premier hymne des supportrices de l'équipe de France. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui commençaient à venir, et il y en a de plus en plus. J'ai pris 4 belles filles, on les a fait chanter, danser, on les a habillées en bleu, blanc, rouge. Et je me rappelle, l'entraîneur de l'époque, Jacquet, il a dit, si on gagne pas la Coupe du Monde avec ça, c'est pas possible. Eh ben, vous l'avez gagné. Et on l'a gagné. Et il y avait aussi le tennis de table. Vous avez fait un hymne, ce qui est assez rare, oui, pour le tennis de table, Jean-Pierre Savelli. Jacques Secrétin et Vincent Purcart, oui, qui sont plus là de nos jours, mais c'était 2 fous. On a peut-être vu leur show, ils étaient là avec des petites, des moyennes, des grosses raquettes, avec des toutes petites tables. Un jour, ils m'ont dit, on met un show, est-ce que tu nous écrirais un hymne? Oui, j'ai fait l'hymne, bien sûr. Et on a fait championnat du monde à Bercy. Oui. J'ai participé à beaucoup de choses, mais c'est ça, je suis un peu un chanteur caméléon, j'aime bien être un peu de partout, je chante dans des choses diverses. Voilà. Et un champion de tennis de table, c'était Maître Capello, qui a découvert un jour lors d'un tournoi avec Jacques Secrétin, et il s'est mis au tennis de table, et il est arrivé presque au niveau des champions, Maître Capello. Il jouait, mais 10 heures par jour, parfois. C'est pas possible, j'ai pas jamais su ça. Eh ben, voilà. Parce que Jacques avait un club de stars qui disait, il leur apprenait à jouer. Exactement, c'est parti comme ça. Ouais. Et puis il y a une chanson qui n'est pas de vous, mais qui est importante dans votre vie et dans votre cœur. Moulin des amours qui tourne tes ailes. Georges Guettari, Moulin des Amours, Le Moulin Rouge. Et Le Moulin Rouge, c'est votre histoire d'amour finalement à double titre, sur scène et en coulisses. Pierre Porte, voilà, mon ami, qui a fait je lui ai fait faire sa première orchestration avec Podane quand même. Oui. Et après, il m'a fait Ciel aussi. Et puis il m'a appelé, voilà, est-ce que tu veux être directeur artistique des chanteurs du Moulin Rouge? Oui, bien sûr. Tu vas aller me chercher des voix, les filles et les garçons. Casting de filles, tout Paris. Je suis resté sur Paris, les pianos-bars et tout ça. Je lui ramène des voix et des cassettes. Monsieur Clérico écoute, et il choisit les numéros, un tel, il connaissait personne. Et dans les garçons, Pierre Porte m'avait dit, attends, tu es chanteur, mais toi quand même, il y a 7 garçons, tu te mets en 8. Voilà. Et c'est comme ça que... Et monsieur Clérico... il a choisi ma voix et je me suis retrouvé chanteur, voilà, en doublant, comme tu sais, le meneur de revue, quoi. Et ça fait combien de temps que ça Depuis dure 1999, la revue n'est pas prête de s'arrêter parce qu'on change les costumes régulièrement. On avait signé 5 ans. Oui, c'est ça. mais d'abord, pour une raison responsable, j'en ai parlé avec la famille Clérico, oui, c'est que ça marche toujours, il y a 1600 personnes tous les soirs, 7 jours sur 7, ouais. Et que finalement, il n'y a plus que le Moulin Rouge à Paris. Le Lido a fermé, hélas, oui. Et heureusement, les touristes viennent voir... le moulin. Et ils viennent... Et féerie, voilà. Ça continue. C'est une grande histoire d'amour. Pendant un moment, on m'a un peu interdit de dire que je chantais moi, parce que la famille Clérico qui voulait pas, même pour les filles. Et puis après, j'ai chanté, j'ai fait des télés avec. C'est là aussi Pierre Porte, très bon compositeur. Et puis histoire d'amour aussi, parce que je crois que celle qui a devenu votre femme habitait juste à côté du Moulin Rouge. Elle louait un studio au Moulin Rouge. Incroyable. Ils ont des studios qu'ils louent aux danseuses.
L'argent sort et re-rentre. Ouais. Et donc, voilà, ben, je l'ai rencontré. Et puis, le jour de la Coupe du Monde en 1998. Et puis, après, on a fait les répétitions au Moulin. Et elle est venue. Et puis, depuis, c'est ma femme. Et on a une fille qui s'appelle Lola et qui va avoir 20 ans dans 3 jours. Voilà. Et c'est une belle histoire. Il faut savoir qu'au-dessus du Moulin Rouge, il y avait Jacques Prévert et Boris Vian qui habitaient. Ils se sont jamais venus au Moulin Rouge. De leur terrasse, on voyait les ailes du moulin. Oui. Ils sont jamais descendus. Ils étaient au-dessus. Ah, juste au-dessus, dans la cité Véron, et j'ai vu la terrasse, il y avait une terrasse commune, et on voyait le Moulin Rouge en dessous. Tu viens de dire cité Véron, c'est là où ma femme a pris ses cours de danse. Et ben voilà. C'est pour ça que le moulin, pour nous, c'est quelque... D'ailleurs, on va le voir minimum 2 fois par an, quoi. C'est le minimum. Et puis une autre date importante, c'est le 28 mai 2023. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Pierre Savelli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Savelli. On a parlé de vos débuts, des dessins animés, de ce duo Peter et Sloan qui est mythique. Et puis, 28 mai 2023, dans quelques jours, c'est la première de Jazzy et Ballade, un nouveau spectacle. Alors là, c'est vraiment un spectacle en hommage à Michel Legrand que vous faites sur votre terre natale, je crois à l'espace Pierre-Belle de la Valette. La Valette du Var, qui est une petite ville à côté de Toulon, où j'habite. Et voilà, j'ai voulu faire un showcase, mais le showcase de 6-7 titres, il est devenu 14, 15 chansons. Je vais faire découvrir, bien sûr, aux gens, et redécouvrir, et surtout, quelques anecdotes avec Michel Legrand depuis ce qu'on se raconte dans cette super émission que tu fais là. Franchement, je prends un plaisir fou à parler là. C'est bien, je revois plein de choses, et j'entends plein de choses qui me font plaisir. Donc j'ai 4 musiciens qui sont du Conservatoire de Toulon. Un chef d'orchestre qui est un des meilleurs trompettes européens, Nicolas Folder, qui m'a présenté ses musiciens. Et il y aura des diaporamas derrière de photos avec moi au Japon, de partout dans le monde avec Michel Legrand. Je pense que les gens, voilà, je vais pas faire de chanson par chanson, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est une petite salle, il y a 250 places, donc c'est des petits théâtres que je vais faire. Et j'espère faire plus tard Maison de la Culture et puis partir à l'étranger. Oui. Quand on parle de Michel Legrand, à l'étranger, tout le monde connaît. On sait qu'il a reçu l'Oscar de la meilleure musique pour Un été 42, oui. Mais on oublie qu'il a aussi reçu pour ce film le BAFTA, qui est l'équivalent des Oscars en Angleterre. Ça, on l'oublie toujours. Non, mais bon, les gens, tu sais, c'est dur chez soi. Même si on dit, ah, Michel Legrand, oh là là. Comme les gens disent, ah, mais il était une fois l'espace, c'est de Michel Legrand. Ben, j'ai dit, vous faites pas la différence entre Goldorak et il était une fois l'espace. C'est un des plus grands compositeurs et mélodistes. Bien sûr, les Parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Podane, et des extraits d'ailleurs de ce medley. On va en écouter. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Et vous avez les inflexions de Michel Legrand à force de le connaître, Jean-Pierre Savelli. Oui, bon, je me laisse aller, je calcule pas, ma voix, elle part d'une mélodie pareille, c'est extraordinaire. Je les chante depuis des années. Hein. Oui, bien sûr. Ça me fait un plaisir énorme de les chanter sur scène avec des musiciens, enfin. Parce que les années 80, là, il y a des musiciens maintenant. Mais moi, pendant 6 ans, j'ai fait des tournées avec des bandes, quoi. Oui. Ça, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. On est toujours obligé de chanter pareil, quoi. Dans ce spectacle entre Jazzy et Ballade, il y a aussi des chansons méconnues de Michel Legrand. Macha Merrill m'a expliqué voici quelque temps qu'elle a chez elle, puisque c'est sa dernière femme, des cartons entiers d'inédits. Et oui, parce que piano-voix, c'était facile, hein. Il y avait le petit truc qui tournait sur le piano et ça partait, quoi. Il a construit une chanson qui s'appelle Et demain que feras-tu de ta vie, qui est What are you doing the rest of your life. C'est plus de 1000 versions dans le monde. Il l'a écrit en une fois. Il s'est mis au piano. Voilà. Et après, Monsieur Eddie Marnet qui arrivait et qui mettait des mots extraordinaires dessus. Voilà. Alors, il y a un coffret qui existe chez Marion Mélodie où il y a toutes vos chansons. Je crois que on a réuni 70 chansons. Merci Mathieu Moulin. Merci d'avoir pensé à moi. On s'était dit il y a 2 ans, ça serait bien quand même de faire quelque chose. Il m'a dit non, trop difficile. Pas avec les maisons de disques. Tu as eu tellement de maisons de disques différentes. Et il est génial, ce garçon. Il est génial. Et il a réussi à les retrouver. Oui. Et parmi ces chansons qui figurent dans ce coffret, il y en a une qui est importante aussi. Le temps de l'enfance est loin de moi, mais j'ai sur les lèvres tout comme autrefois un coup de soleil, de pommes et de
Cette chanson, elle a quand même été reprise par Sammy Davis Jr. et Sarah Vaughan. Alors moi je les connaissais même pas. Quand Michel Legrand m'a dit mais la chanson que tu fais là, elle a été reprise par Sarah Vaughan. Oui, ok. Alors j'ai été obligé d'écouter après. Oui. Et Sammy Davis Jr. Oui, mon père m'avait parlé de ce, mais moi je savais pas. Et ça ouvre le bal. C'est ma chanson, Un goût de soleil. Et on fait chanter les gens avec ça. Et au départ, vous l'avez enregistré sans savoir que c'était un succès international. Non, pas du tout. Non, je croyais que c'était une chanson complètement originale et tout. Et il m'avait laissé faire mon instrumental. Bien sûr, c'est lui qui a fait l'orchestration. Oui. C'était des moments. Madame Legrand me disait, mon fils me coûtait énormément d'argent avec tes orchestrations. Je rentrais, je me rappelle, pour les uns et les autres, au studio d'Avou, qui n'existe plus maintenant, on pouvait plus ouvrir. Ah bon? Il y avait un orchestre symphonique, on pouvait plus ouvrir. C'était de partout. Ils voulaient des cuivres, il y en avait 25. Les cordes, il y avait 40-50 cordes. La harpe. J'ai vécu des moments géniaux. C'est heureusement que j'étais à la bonne époque. J'ai bien commencé à la bonne époque. Et effectivement, cette chanson a été un succès international. On a oublié que Sammy Davis Jr. était un grand artiste, mais il a eu quelques ennuis quand il a tourné L'Inconnu de Las Vegas, un film avec Frank Sinatra. Frank Sinatra était dans le plus bel hôtel, et lui, parce qu'il était noir, on l'a relégué dans un hôtel de 3e catégorie, interdit aux Blancs. Et résultat, Frank Sinatra est intervenu pour que la vérité soit rétablie et qu'il puisse retrouver sa place au milieu de ses copains. Ça, c'était quelle année? 60. Ça a beaucoup changé depuis. Oui, ça a beaucoup changé. Enfin, il y a des états où ça change pas beaucoup. Alors, il y a ce spectacle donc que vous jouez pour la première fois et que vous rejouerez. Oh ben j'espère. Alors on va le tourner. Il y a 4 caméras qui viennent. Puis en plus il y a les amis de BFM et de France 3, la région, qui vont venir. C'est one shot. On sait jamais. Et puis il y a un autre spectacle au Palais des Congrès de Toulon qui s'appelait Manga Story. Ah ben c'était il y a même pas un mois. Voilà. Alors, le directeur du Zénith. Qui est nouveau à Toulon, qui m'appelle, me dit un Toulonnais qui va pas faire le Mangazur. Oh, j'ai essayé, je lui dis, vous savez, j'ai essayé, mais bon, ça va pas marcher. Non, mais nous, on vous veut. Et j'ai fait le spectacle. Alors, ils ont fait venir des groupes coréens, de la K-pop, la nouvelle danse à la mode et tout ça, qui vient de Corée, des groupes qui vous valent très cher. Et nous, on a fait 1 heure sur scène. Alors là, j'ai chanté tous les génériques de dessins animés. Et ma femme, avec des danseuses, a fait Candy, Maya l'abeille, Tom Sawyer. C'était génial. Et les gens étaient debout. Il y a des images sur YouTube. Voilà. Et ben là, ça y est, c'est parti. Et il y avait aussi Albator qui figure dans ce coffret d'ailleurs de Marianne Mélodie. Eh oui. Albator, du fond de la nuit d'or. Albator, de bâbord à tribord. Alors il faut savoir que le personnage du capitaine pirate, en fait, l'auteur y pensait depuis le lycée. Et quand il a eu 30 ans, il est allé voir un producteur et ça a marché. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, vous avez été déguisé en Albator, je crois, à la télévision. Ah oui, c'était extraordinaire ce moment. Je dis à Charles Tallard, le producteur, vous êtes à 400 000 disques de la version. Moi, j'aimerais faire ma version, mais avec un costume. Il me dit, mais quel costume? Ben, le costume d'Albator. Et c'est parti. Je travaillais avec Sardou à l'époque, j'avais un groupe de chœur qui s'appelait le groupe 13, on faisait l'Olympia, et la costumière, je lui dis, est-ce que tu pourrais me faire un costume? Et je lui montre la photo, elle me dit, non, ça je ne saurais pas faire. Et finalement, elle l'a fait. Et je suis rentré à la télé, à Récréa 2, en Albator. Dorothée, elle n'est pas revenue, elle a dit, oh non, il a osé. Et je suis venu avec la balafre et tout. Et oui, mais c'est ça. Le métier, c'est aussi pas se prendre au sérieux et faire ses idées. Voilà. Et Albator, on le connaît encore, ça passe encore sur les chaînes. Mais je comprends. Capitaine Flamme, ça passe. Albator, ça passe. Goldorak, n'en parlons pas, puisque cette fameuse date de Goldorak, où je t'invite vraiment à venir, le 11 novembre, au Grand Rex de Paris, avec un orchestre symphonique derrière. Ah, je pense que les fans de Goldorak vont être surpris. Voilà. Et Capitaine Flamme, faut pas oublier que c'est Jean-Jacques Debout qui avait fait la chanson et que ça lui a rapporté une fortune. C'était un immense succès. Alors c'est marrant parce qu'il y a la personne qui a fait ça, c'est un choriste. On sait même pas son nom, il a jamais fait de télé et tout. Et c'est un des plus gros tubes, quoi. De dessin animé. Moi, je l'ai repris parce que les gens la veulent. Il n'y a pas de problème, je la prends. Alors, il se trouve que si vous êtes à Toulon, c'est qu'aujourd'hui, vous avez décidé, Jean-Pierre Savelli, de retrouver votre région natale. Oui, je voulais retrouver un petit peu la famille. Bon, j'ai perdu ma maman il n'y a pas longtemps, mon père un peu plus tard, mais disons que je voulais emmener ma femme et ma fille là-bas dans le sud, et donc on a choisi le Var, où je suis né, et on a créé des ateliers comédie musicale, ce que je connais bien, pour enfants, pour ados, pour adultes, et ma femme, bien sûr, elle est prof de Zumba, donc elle a son école de Zumba, et maintenant elle ne veut plus partir. Elle est bien dans le sud.
Et finalement, c'est là où vous faites tous vos spectacles. Et, Oui. et ce spectacle, le 28, c'est vraiment un retour aux sources sur la terre natale. Mais oui, de faire découvrir aussi à la Valette du Var, où je suis, un maire super, vraiment qui m'aide beaucoup. J'ai voulu faire la première date là, et non pas à Toulon ou à Marseille. Et tout. Après, j'espère avec ça partir. Mais bon, cet été, on est en tournée avec les années 70-80. Tu sais, moi, j'arrête pas. Hein. Ouais. Le tout, c'est que je me trompe pas dans les paroles. Voilà. Parce que j'ai 3 spectacles différents. Et dans les 70-80, vous reprenez vos chansons, mais aussi celles de Fugain. Et Tout le monde. Medley Fugain, medley Delpech, medley Balavoine. Et puis les années 80, comme Patrick Hernandez disait, Savelli, il adore les chansons des autres et il les chante. Et c'est vrai que je fais 27 titres, entouré de chanteuses, de danseuses, beaucoup de costumes. Et c'est des galas, bien sûr, des concerts gratuits, l'été, donnés par les mairies. Hein. Mais voilà. on prend beaucoup de plaisir à ça. Et ça ne nous empêche pas d'enregistrer votre propre chanson comme celle-ci. Votre voix n'a pas changé, mais c'est une chanson très récente, Jean-Pierre Savelli. Oui, ça même pas. C'était pendant le Covid. Oui. J'étais enfermé dans mon studio et entre mon arrangeur qui est en Corse, Maurice Bastide, que je salue, on a fait cette chanson, Una Terra, et voilà, où je parle de la Corse. On a fait un clip et il m'a envoyé des images. Je lui ai envoyé mes images. Il n'y avait que ça à faire, on ne pouvait plus bouger. Et voilà, c'est sorti sur un album qui s'appelle Romantique. Oui. Et là aussi, ce sont des chansons personnelles parce que. Original, oui. Et votre voix n'a pas changé. C'est ce qu'on me dit, mais je chante beaucoup, Jacques. Donc je continue, je fais mes cours de comédie musicale, mais je donne des cours de chant à ma manière, hein, parce que je suis pas, voilà, je suis pas au piano à faire des notes comme les anciens, les classiques, mais je prends soin de ma voix. Je chante, je fume pas, je ne bois pas, et ça c'est quand on a fait 5 ans chez Barclay, si on boit pas, on fume pas, c'est que on est costaud. Hein. Oui, parce que il y avait les soirées Barclay, vous arrivez. Non, mais à moi j'y allais, mais c'est moi qui ramenais avec la petite Mini Cooper là à Saint-Tropez. Je les ramenais tous, Daricole. Carlos, Hubert d'Europe 1, tout ça. C'était mon truc. C'est-à-dire qu'il y avait des grandes fêtes chez Barclay avec les plus grands restaurateurs, les plus grands cuisiniers. Ah, on mangeait bien. Oui. Mais moi, je regardais le vin comme ça, mais voilà, c'est l'odeur, je n'aime pas. Donc, je n'ai jamais bu. Voilà, vous préférez le droit d'odeur. Non, mais moi, par contre, je mangeais bien. Hein, qu'est-ce qu'on mangeait bien. Mais moi, je me souviens de ces soirées. D'ailleurs, on était tous en blanc, il fallait venir en blanc. Ah, la soirée blanche, c'est spécial. Oui. Mais tout au long de l'année, moi, j'étais invité parce que, bon, après la Rose d'Or d'Antibes, c'était à Saint-Tropez, la pétanque. Donc, voilà, Barclay avec tous ces petits ricards, là. C'était sympa. Hein. Voilà. Il y a aussi un restaurant sur le front de mer dont vous avez assuré la direction artistique. Oui, pendant 1 an, je me suis occupé du lancement d'un restaurant au Lavando. Oui. Et puis le patron me dit, ce serait bien des chanteurs, des chanteuses et tout. Puis je lui dis, ok, mais moi j'aimerais bien parce qu'on peut faire 400 ou 500 couverts. Il y a la mer en face du restaurant. Pourquoi on ne ferait pas une soirée 80 ? Oui. Et le 14 juillet, j'ai débarqué avec mes danseuses et on a fait 2 heures de 80. Donc en août, on l'a refait et tout ça. Et voilà. Après, les gens vont dire, tiens, j'ai vu Savelli, il chante dans un restaurant. C'est pas grave. Ah, non, c'est pas grave du tout. Mais les années 80, finalement, vous n'imaginiez pas qu'elles seraient... Jamais. Jamais. Si on m'avait dit ça, qu'on chanterait encore besoin de rien, mais c'est comme avec Goldorak, mais jamais. Quand on fait un truc comme ça, on ne pense pas 20 ans ou 30 ans après. Tous nos copains des années 80 disent pareil. On n'a pas de nostalgie. Mais on est très heureux qu'ils chantent nos chansons maintenant. Voilà. Et il y a sur ce coffret aussi des inédits et un titre qui vous correspond finalement, qui correspond à votre parcours. C'est ainsi que va la vie. Si tu espérais qu'après toi arriverait le déluge, je suis désolé, mais le ciel est bleu si je ne m'abuse. Ça, c'est un inédit. Il y en a quelques-uns, il en a retrouvé. Il m'a dit, mais il y a ton nom, c'est toi qui chantes. Dit, oui, mais j'ai enregistré ça quand ? En 74, 75, Mathieu Moulin. Mais c'est fou cette chanson, c'est très moderne en même temps. Il y a un côté Michel Berger en même temps. Oui, absolument. Oui, c'était l'époque CBS. Oui. Il a trouvé ça. Il a trouvé aussi une chanson que j'avais écrite avec Michel Legrand. Il n'y en a pas beaucoup qui ont écrit avec Michel Legrand, à part Eddie Barclay, qui a fait la Valse et Lila. Une chanson qui s'appelle La Lune, et non pas Lune de Notre-Dame. Je m'en rappelais même plus. Je m'en rappelais plus. Il a trouvé des trucs super. Vous ne pensiez pas que ce parcours serait aussi long ? J'ai pas pensé du tout. Je pensais avant tout faire plaisir à mes parents, leur amener un 45 tours. C'était mon truc, voilà. Mon premier contrat, 5 ans avec Michel Legrand. Oh, mon père, il pleurait, quoi. C'était pas possible. Après, non. Et l'avenir maintenant, Jean-Pierre Savelli ? Continuer sur scène, à me faire plaisir, à apprendre mon métier aux autres. Dans les ateliers comédie musicale, ça va de 8 ans à 50 ans. Ouais. Donc, ils sont heureux de me voir comme ça, toujours. Ils me voient en télé, ils m'entendent à la radio, et puis après, je suis à côté d'eux, quoi. Et je les fais chanter, je leur apprends les choses, je leur fais gagner du temps. Et moi, j'aurais aimé avoir ça au début, hein. Ouais.
Vous avez eu d'autres chances, et vous avez eu d'autres chances avec Michel Legrand, que vous évoquerez, je le rappelle, le 28 mai, donc à l'espace Pierre Belle de La Valette. À 16h. À 16h, avec ce spectacle Jazzy et Balade, qui est une première. Il y a d'ailleurs eu un coffret de chansons que vous aviez fait sous ce titre. Et puis il y a ce coffret chez Marianne Mélodie, c'est dire si vous n'avez pas fini votre carrière et si l'avenir est devant vous. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Les Clés d'une vie, merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.